Bonjour à tous, merci pour cette invitation dans ce colloque prestigieux sur le sujet de l'éthique qui nous intéresse et qui m'intéresse à titre personnel d'abord beaucoup et qui nous intéresse évidemment aussi chez Orange, et je vous en dirai un mot. Donc je vais faire un petit propos introductif. Alors merci pour le petit article du Monde effectivement qui replace le débat de la technologie ou de ces géants du numérique. Je ne sais pas si Orange est un géant du numérique. Orange fait des télécommunications depuis un certain nombre d'années, bien évidemment, est passé par beaucoup de phases, en fin de compte, sur la mise en place de ces nouveaux systèmes de communication, puisque vous vous rappelez les PTT, puis vous vous rappelez France Télécom, et évidemment Orange. Et dans ce voyage-là, on a aussi gardé cette dimension de la question autour des technologies de l'information et du rôle qu'elles peuvent avoir, et notamment sociétal. Nous avons toujours des laboratoires de recherche qui datent de France Télécom et des laboratoires de recherche dans lesquels il y a des chercheurs en sociologie aussi pour se poser ces questions sur le rôle de ces technologies en fin de compte dans la société. Donc je ne vais pas m'étaler sur les grandes phrases et les grandes messes que lancent les géants du numérique américains qui n'ont certainement pour but que de garder les feux sur eux et surtout les investissements sur eux. Au-delà de ça, je pense qu'il y a effectivement peut-être, et c'est toute la question, je pense, qui doit nous animer toujours quand on parle de technologie, des progrès qui conviendra évidemment de qualifier au regard de leur dimension utilitariste mais aussi sociétale. Et il y a évidemment des dangers à chaque évolution et à chaque transformation, en tout cas qui conviendra de pouvoir remettre en perspective. Alors, très rapidement, donc, moi je suis directeur de l'innovation et la prospective chez Orange Healthcare, qui est l'entité santé du groupe Orange, qui est une petite cinquantaine de personnes qui travaillent à essayer de faire en sorte de voir si des technologies nouvelles ou anciennes peuvent avoir un sens dans le domaine de la santé. Innovation, c'est tenter de regarder effectivement ces technologies qui peuvent avoir un sens tout en ayant cette vision qu'en fin de compte, l'innovation n'est très rarement dans la technologie en elle-même, elle est surtout dans l'usage qu'on va en faire et pourquoi on va pouvoir l'utiliser. Alors la prospective, c'est parce que j'essaie de regarder à 2-3 ans, mais je trouve que dans le domaine de la santé, c'est à 5 ou 10 ans qu'il faut commencer à se poser des questions, puisque les transformations eu égard aux utilisations des technologies seront beaucoup plus longues qu'on ne le pense généralement. Donc moi je suis ingénieur de formation, je ne suis pas philosophe. Donc je vous prie d'être gentil avec moi, camarade qui est juste à côté. Réciproquement. Avec grand plaisir. J'ai travaillé dans l'industrie et puis j'ai décidé de faire une thèse en sciences de l'information biomédicale et en santé publique dans un laboratoire de Paris 6 il y a quelques années. J'ai travaillé notamment sur l'utilisation des réseaux de neurones appliqués à l'exploitation des données de santé, certaines théories de la décision. Et je me suis très très vite confronté à la complexité de la décision médicale et à la complexité de la modélisation de la décision médicale qui ne se base pas simplement sur des faits qu'on peut mettre dans des théories mathématiques simples, mais qui se base effectivement sur un certain nombre de facteurs et cofacteurs tout à fait dynamiques les uns par rapport aux autres et qui rendent très 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 compliqué l'informatisation de tout cela. Donc moi je reste tout à fait humble vis-à-vis de cette informatisation et surtout des annonces qu'on peut entendre. Pour en revenir rapidement sur cette annonce sur l'imagerie, là où effectivement l'informatique, on va dire, ou les nouvelles technologies nous permettent d'analyser des images, ça fait 20 ans qu'on sait le faire, on améliore au fur et à mesure cela, notamment sur la détection des cancers, grâce au réseau de neurones. On est très 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 loin encore aujourd'hui, je tiens à vous rassurer s'il en était nécessaire, de pouvoir appliquer cela de manière tout à fait généraliste à plein d'indications différentes et à plein de diagnostics différents. Je pense que ces technologies-là pourront être utiles, elles le seront très certainement. Il faudra se poser la question dans certaines niches où elles seront très performantes, il faudra se poser la question des modifications évidemment qu'elles occasionneront sur la prise en charge médicale. Alors j'ai eu la chance aussi de travailler pendant 6 ans à l'hôpital Necker pour le compte de la Direction générale de l'organisation des soins pour la mise en place d'une base de données nationale et européenne sur les maladies rares, avec cette complexité effectivement de pouvoir non seulement récolter des données qui ont un sens homogène pour pouvoir en faire des exploitations pertinentes, et c'est très difficile, je vous l'assure, et notamment sur des cas qui sont très rares par définition, puisqu'on parle des maladies rares. Et la grande problématique dans les maladies rares est évidemment de pouvoir avoir assez de cas pour comprendre, et pour aider les chercheurs à comprendre pourquoi ces maladies apparaissent, comment elles apparaissent, quelle est leur histoire naturelle. Et on voit bien effectivement dans ces problématiques-là
que la donnée peut avoir une valeur, ou en tout cas que le cas a une valeur, la représentation de celui-ci a une valeur, et il a une valeur de groupe, de société. Il y a un papier très intéressant qui est sorti il y a quelques années autour de ce sujet, à savoir, est-ce que dans le cadre des maladies rares, quelqu'un qui refuserait de participer à une collecte de données dans le cadre d'une cohorte pour en fin de compte, comprendre l'histoire naturelle de la maladie, ne mettrait pas éventuellement en péril les autres personnes, si tant est qu'il y avait par exemple 10 personnes dans le monde qui avaient cette maladie. Et donc la question était posée de savoir comment dire, de la vision individuelle ou sociétale qui était posée par cette question et qui m'a animé pendant quelques années. Alors, j'ai vécu aussi à l'hôpital et j'ai vu les douleurs du numérique. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on se rend bien compte qu'effectivement, on essaye parfois de faire rentrer, excusez-moi l'expression, mais au chausse-pied des technologies, alors qu'il y a d'autres priorités, en tout cas en termes d'investissement. Et souvent, ça se fait sous un axe productiviste. Moi, je le déplore assez fortement. Je pense que la technologie peut faire avancer les choses, si tant est qu'on était capable, parfois, de mesurer correctement ce qu'elle occasionnera quand elle sera introduite au sein des milieux professionnels comme le milieu de l'hôpital. Alors, chez Orange, on travaille aussi à chercher, je vous l'ai dit, on a des laboratoires de R&D. On pense qu'il y a des endroits dans lesquels le numérique peut et va, mais ce sera assez naturel, vous le voyez bien tous, vous avez des portables, vous avez des téléphones, vous les avez adoptés de manière, je pense peut-être pas généraliste, mais quasi automatisée, puisque l'utilité précédait effectivement l'objet, j'allais dire quasiment, et vous y avez trouvé un certain nombre d'usages. Maintenant, il y a d'autres usages qu'on pourrait imaginer de ces téléphones, bien évidemment, et ces usages devront être éprouvés, je pense, à l'aune de leur utilité. On pense il y a des endroits dans lesquels le numérique va faciliter le travail des hommes et des femmes, éventuellement automatiser certaines de ces tâches, si tant est qu'elles le soient. Je pense que c'est le gros problème qu'on a dans le domaine de la numérisation de la santé, c'est que les choses ne sont pas reproductibles ni d'un patient à l'autre, ni d'un médecin à l'autre, et ni d'un système de santé à l'autre. Et là encore, comme je vous le disais en préambule, l'informatique est bien peinée à pouvoir s'adapter à la réalité de la biologie et des interactions humaines. Alors on travaille sur le domaine effectivement de, alors moi j'appellerais pas ça de la prévention, mais plutôt de l'assistance, l'assistance intelligente, je ne sais pas, mais qui tente effectivement d'aider l'homme dans sa tâche, on va dire. On travaille à l'élaboration d'habitats numériques que certains pourraient appeler dits intelligents. On essaye d'intégrer des capteurs au sein des domiciles, éventuellement pour détecter des changements ou des glissements de comportement chez certaines personnes à risque. Ça fait quelques années qu'Orange travaille sur ce domaine-là. On a bien peine à trouver effectivement le bon modèle d'introduction de ces technologies, autant individuel que sociétal, puisque à chaque introduction de nouveaux dispositifs, il faut toujours se poser la question de savoir qui va surveiller, pourquoi faire, comment. Est-ce que ce sera quelque chose de professionnel dans lequel effectivement il y aura un retour sur investissement ou une évaluation des risques qui devra être posée. Toutes ces questions ne sont pas du tout résolues et c'est assez, en fin de compte, rassurant puisque la technologie, dans ce cadre-là et dans le domaine santé sociale, en tout cas de notre fenêtre de producteurs de technologie, montre qu'effectivement, la technologie ne prédispose pas à l'humain, c'est-à-dire à l'organisation humaine qui doit être mise en place pour utiliser ces technologies et pour, en fin de compte, tenter, par exemple, de faire en sorte qu'un certain nombre de personnes âgées puissent rester plus longtemps à domicile, puisque la société aurait décidé effectivement qu'il faille que ces personnes soient surveillées de manière plus prégnante dans des EHPAD ou dans d'autres endroits plus médicalisés. Alors ces technologies peuvent permettre, alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on a développé ces technologies-là avec l'appui de mutuelles qui veulent proposer, alors évidemment on est dans le secteur mutualiste, donc on va dire des produits, et des produits qui permettraient effectivement de pouvoir aider les gens qui seraient à domicile seuls à partir d'un certain âge avec un dispositif qu'on intégrerait. Donc c'est une box toute simple comme vous avez connu, comme vous connaissez pour avoir Internet. C'est une box avec un intercom, c'est-à-dire un dispositif qui permet à la personne d'appuyer s'il y a un problème. Il y a un plateau de téléassistance au bout du fil qui
qui répondrait au dispositif. Alors on réfléchit à savoir comment détecter par exemple des chutes éventuelles de personnes chez elles, puisque c'est le risque numéro un qu'il faut évidemment éviter. C'est très compliqué parce que c'est très invasif. Il y a des dispositifs qui permettent de le faire. Mais la chose qui a été effectivement qui m'a frappé dans la mise dans cette expérimentation, c'est que les gens qui avaient ce dispositif appuyaient sur le bouton pour communiquer avec quelqu'un de l'autre côté et non pas pour pouvoir être secouru. Alors du coup on a rajouté moi j'étais pas là, mais on a rajouté un deuxième bouton pour les gens qui voudraient effectivement parler simplement et communiquer avec des gens. C'était tout à fait surprenant et en même temps pas tellement surprenant. Et puis alors moi ça me renvoie à une étude qui est faite, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une étude qui est conduite par Harvard, l'université, c'est une étude qui est conduite depuis 74 ans, qui suit à peu près 75 ans, qui suit 724 hommes et femmes depuis 75 ans, et dans lequel l'objectif est de savoir qu'est-ce qui rend heureux. Alors c'est très, très généraliste, mais donc ils ont rentré dans cette cohorte des personnes qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont évolué différemment, qui ont fait des maladies ou pas, qui ont des trajectoires de vie complètement différentes. Et la seule corrélation, alors ils ont fait beaucoup d'études, et puis des études très précises, en allant chez les gens, en posant des questions, en accédant aux données médicales, etc. etc. Alors il faudra regarder évidemment les biais dans cette étude, mais la seule corrélation qu'ils n'ont jamais réussi à faire avec toutes ces données qu'ils ont réussi à colliger, c'était en fait de dire que le bonheur était lié à la qualité de la relation à l'autre. Et elle est tout à fait intéressante cette étude, et elle montre effectivement peut-être les douleurs de notre société dans le rapport à l'intégration à l'autre, qui pose effectivement beaucoup de questions, mais moi je pense qu'il y a un certain nombre de choses et de modifications de la société qui ont occasionné cette redéfinition ou ce rebalotage des cartes vis-à-vis du foyer familial, puisque les gens maintenant ont dû voyager vers les villes. Il y a eu beaucoup de transformations démographiques qui peuvent expliquer un certain nombre peut-être de ces appauvrissements-là. Les gens, le milieu du travail a beaucoup aussi évolué, bien évidemment, certains peut-être, et certainement peut-être parfois à tort, pensent que les technologies peuvent pallier à ces changements démographiques, les technologies de communication en général. Je pense que ça a des limites. Je pense qu'effectivement, il convient de se poser la question. Il ne faut pas oublier effectivement de se poser la question surtout de quelle valeur on peut donner, mais c'était très bien dit avant, à ces modifications et le rôle de la société dans effectivement la reconfiguration de tout cela. Sur la prédiction, je vais être très prudent parce que c'est un domaine qui, je trouve, est bien trop investi par rapport aux capacités qu'on a aujourd'hui à faire vraiment des choses, on va dire, concrètes et correctes. Je pense que la prédiction, c'est un sujet effectivement qui peut être individuel et qui va le devenir certainement de plus en plus. C'est-à-dire que la société, le régulateur, on va dire, ou le responsable du système social ne sera plus en mesure de pouvoir juguler tous les risques et ne voudra même plus se mettre dans cette mesure-là ou dans cette position-là. Donc il conviendra bien peut-être tout à fait effectivement de mieux outiller les personnes pour qu'ils soient capables de se poser les bonnes questions et d'évaluer le propre risque qu'ils ont à rentrer dans une étude ou à mettre en place un dispositif de surveillance, par exemple à domicile, s'il en était nécessaire. Merci beaucoup pour cette première intervention. On peut peut-être applaudir pour...